Salam alaikum les gars, c'est Hous et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui récapitulera les 5 enseignements à retenir de cette année 2022 à l'UFC. Plus que de faire une simple et basique rétrospective, j'ai décidé d'y mettre le fond et la forme en revenant sur les 5 leçons que m'a appris cet exercice 2022. J'appuierai chacune d'entre elles avec 2 combats et comme l'année a été marquée par plusieurs de ces mythiques 5e reprises, j'ai décidé de parler uniquement de combats qui se sont faits en 5 rounds. Donc, bien que je ne sois pas numérologue, c'est parti pour les 5 enseignements que j'ai tirés de 10 combats en 5 rounds lors de l'année UFC 2022. Commençons par le premier enseignement qui n'est autre que le MMA n'est pas du kickboxing et la lutte est tout autant technique et spectaculaire que le striking. Ce que je veux sous-entendre, c'est qu'il ne faut plus être réticent à l'idée d'opposer 2 lutteurs d'exception. On a pu voir cette année grâce à 2 combats, dans un premier temps avec Luque versus Mohamed en avril et par la suite avec l'évident Tsarukyan contre Gamrot. Au cours de ces combats, nous avons pu voir des oppositions techniques, tactiques et intrigantes. Pour chacun des combats, les 2 fighters, craignant mutuellement le niveau de l'autre en lutte, étaient obligés de striker afin de masquer au mieux leurs amenés au sol. Bien que ça ne soit pas leur domaine de prédilection et que donc leur striking n'était pas ultra clean et léché, ça reste des artistes martiaux ayant une certaine technique et stratégie. Les phases debout étaient donc agréables à regarder. Une fois le volet du striking passé, on a pu voir 2 configurations différentes dans les combats cités. Belal Muhammad, bien meilleur lutteur, a pu contrôler parcimonieusement Luque une fois ses amenés au sol réussis. Tandis que Tsarukyan et Gamrot se sont neutralisés en nous offrant des phases de scramble tout aussi spectaculaires que dynamiques. Ce qui est à retenir de ces 2 combats, c'est que la mise en place de match-up opposant 2 lutteurs ne doit plus effrayer les matchmakers. Les combats sont techniques, stratégiques et peu ennuyeux pour qui s'y connaît un minimum dans le sport. Cette configuration est d'ailleurs davantage intrigante que celle où on opposerait un lutteur et un striker avec chacun des fighters qui miserait sur ses points forts. Et pour ceux qui préféreraient voir uniquement du striking, allez faire un tour du côté de la boxe ou du kickboxing et pas du côté d'un sport qui s'appelle les arts martiaux mixtes. Ensuite, passons au deuxième enseignement qui est qu'il ne faut jamais sous-estimer un champion, et ce, même s'il fait face à un jeune prospect favori. Les 5 rounds de l'année 2022 nous auront appris qu'il ne faut jamais sous-estimer un champion, quand bien même son adversaire est la nouvelle coqueluche sportive des fans. Cela nous a été démontré dans un premier temps par Glover Teixeira, qui, malgré son statut de champion, était donné perdant par la majorité des observateurs MMA avant son combat contre Prochaska. Malgré ses 42 ans, le Brésilien nous a montré qu'il n'était pas champion pour rien et que le temps de 4 rounds et demi, il était bien au-dessus d'une terreur de 12 ans de moins. Néanmoins, en raison de ce choix stratégique plutôt douteux vers la fin du combat, il est passé à un rien de conserver son titre et l'histoire retiendra qu'il s'est incliné. Mais cet enseignement sera bel et bien confirmé par Francis Ngannou. Lui aussi faisait face à un jeune loup que la plupart des observateurs donnaient favori. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui recontextualise en détail cet avant-combat entre Cyril Gane et Francis Ngannou. Malgré une nette domination de Cyril Gane dans les 2 premiers rounds, Ngannou a montré qu'il avait le cœur et la force d'un champion en faisant les ajustements nécessaires à la victoire. Dans les 2 cas, nos 2 protagonistes ont montré qu'ils avaient de la ressource et qu'ils ont réussi à dissiper les doutes qui subsistaient avant combat. En somme, c'est ce que l'on attend de la part de champions de l'organisation numéro 1 au monde. Continuons avec notre enseignement suivant qui nous rappelle qu'un combat c'est 25 minutes et 5 rounds et qu'il ne faut jamais prendre la victoire pour acquis et ne jamais abandonner. On peut dire que l'année 2022 nous a réservé des surprises. Et si l'on devait en choisir que 2, nos choix pencheraient naturellement sur les victoires de Leon Edwards et d'Alex Pereira. Plus que de simples upsets, c'est par la physionomie des victoires que leurs exploits se distinguent. Les 2 combattants avaient pris l'eau et étaient respectivement dépassés en lutte et en striking. Mais ces guerriers n'ont jamais abdiqué. Malgré le fait qu'ils étaient dominés durant l'entièreté des 4 premiers rounds, ils ont su aller chercher la victoire dans le 5e. Après remontrance de son coin, Leon Edwards a tout mis en place pour placer son fameux head kick. Il réussissait à le placer à 1 minute de la fin, mettant fin au règne d'Ousmane et à sa série d'invincibilité. De son côté, Pereira, après motivation de ses hommes de coin, a pu enfin bénéficier du travail de sape qu'il avait mis en place durant les 4 premiers rounds. Après avoir martyrisé la jambe d'Adesanya tout au long du combat, il a su placer son ultime accélération au bon moment. Faute de déplacement, le Nigérian s'est retrouvé acculé à la cage et n'a pu que subir la déferlante de frappe de son adversaire qui s'est ensuite emparé de sa ceinture qu'il défendait pour la 6e fois. Plus que de simples victoires dans le 5e round, Edwards et Pereira se rejoignent sur quelque chose de plus grand. Ils nous ont rappelé que ce sport était aussi dramatique que magnifique et aussi surprenant qu'impitoyable. Si un combat dure 25 minutes, il faut être focus durant ces 25 mêmes minutes. Une seconde d'inattention peut ruiner des années de carrière et une victoire n'est réellement acquise qu'une fois que la cloche a sonné. Chacun à leur manière, les 2 protagonistes dont il est question nous ont marqués de par leur détermination
ainsi que leur résilience et nous ont offert deux des plus grandes pages de l'histoire de l'UFC. Le quatrième enseignement nous rappellera que les hypes peuvent s'éteindre aussi vite qu'elles se sont allumées et que dans ce sport, la continuité prime sur tout. Aussi talentueux sportivement ou populaire que l'on puisse être, c'est la continuité qui fait une carrière et pas autre chose. Cela a pu être démontré avec deux combattants aux hypes plutôt différentes. Premièrement, avec Giga Chikadze qui entamait l'année 2022 avec une forte hype sportive et plusieurs espoirs placés en lui. Certains le voyaient même comme l'unique combattant capable de battre l'actuel champion des poids plumes, Alexander Volkanovski. D'ailleurs, Chikadze n'a pas hésité, avant son combat, à call out le champion et Volkanovski lui a dit qu'il devait d'abord battre avant de s'emporter. Chose que Gigadze n'a pas su faire. En effet, après 5 rounds d'un combat plutôt dominé par Kattar, Giga Chikadze a essuyé son premier revers à l'UFC et a vu son stock drastiquement baisser. Aujourd'hui, après un an sans combattre, une bonne partie des fans l'a déjà oublié. Par la suite, cet enseignement a été confirmé par la dégringolade de popularité de Masvidal. Le combattant de Miami était devenu un favori des fans, notamment grâce à son année 2019, aussi riche sportivement que médiatiquement. Mais voilà, entre fin 2019 et début 2022, Gamebred a essuyé 2 revers dans des combats pour le titre et n'a pas su renouveler sa personnalité. Sa cote avait donc nettement baissé, mais il avait l'occasion d'inverser la tendance lorsque l'UFC lui a booké un combat contre son meilleur ennemi, Colby Covington. Masvidal avait alors les cartes en main pour relancer sa carrière. Mais suite à une fight week et à un combat mal géré, les fans ne se sont pas répris d'amour pour lui. Il commence alors à être de plus en plus oubliable et oublié, et nous rappelle que la continuité est primordiale pour exister dans ce monde, que ce soit au niveau sportif ou personnel. Et enfin, le 5e et dernier enseignement va s'adresser à la communauté MMA. Arrêtez de vous insurger au vol tous les 4 matins et apprenez qu'un combat se score au round. On prend l'entièreté d'un combat pour savoir qui a été le plus dominant et le plus fort, mais pour donner la victoire, on ne juge pas de la sorte. Si les néo-fans peuvent être excusés, bien qu'il ne faut pas être aussi vocal dans un domaine lorsqu'on ne maîtrise pas tous les tenants, c'est surtout les médias MMA qui me font rire. Avoir crié au vol pour Ryan Sterling et Blachowicz Ankalaev est plutôt cocasse, surtout quand on est censé être des porte-parole de ce sport. Pour revenir plus en détail sur ces deux combats, remémorons-nous ce qui a pu créer la polémique. Pour Sterling Yan, le point de discorde était le premier round, étant donné que les 4 autres étaient plutôt clairs. Dans ce premier round, il ne s'est pas passé grand chose. Yan a pris le centre ainsi que le contrôle de l'octogone et a envoyé la frappe la plus nette, mais de son côté, Sterling avait le volume et avait le statut de champion. 2 juges ont alors donné ce round à Sterling en raison des 2 arguments évoqués précédemment. Le jugement d'un round, bien qu'encadré par des règles, reste subjectif. C'est pourquoi on peut comprendre que 2 des 3 juges ont donné le round à Sterling, tandis qu'un, en raison du fait que le coup le plus net dans ce round d'observation a été porté par Yan et été donné aux Russes. Dans un round avec si peu de matière, les 2 décisions s'entendent. Mais pourquoi alors avoir crié au combat ? Parce que sur l'ensemble du round, Yan a paru plus fort. Il a mis davantage dans le dur Sterling. Bien que les deux aient remporté chacun 2 rounds, Yan était plus dominant que Sterling dans leurs temps forts respectifs. Mais comme insinué plus tôt, un combat se score au round. Ce n'est pas parce que tu as été plus fort sur l'ensemble du combat que tu mérites de remporter la victoire selon les règles de scoring établies. Et ça, certains ont du mal à se le rentrer dans la tête, ce qui s'est confirmé davantage avec Blachowicz Ankalaev. Le Polonais a remporté les 3 premiers rounds, tandis que le Russe en a remporté 2, dont un où il a été particulièrement dominant, ce qui lui a valu un 18 de la part de 2 juges sur 3. Cela nous fait donc 3 rounds à 2 pour Blachowicz, mais à cause du déficit du dernier round, cela débouche sur un 18 qui fait que on est sur une égalité on ne peut plus logique. Mais cela n'a pas empêché à nos Ariel Helwani nationaux de s'insurger au vol et voire même au complot anti-russe. Mais bon, on ne peut pas en vouloir à certains médias, biberonnés au scandale du vol de Vucenic face à Charrière, de ne pas tout saisir. C'est juste dommage de passer pour des débiles lorsqu'on est censé s'exprimer sur ses passions. Mais bon voilà, c'est sur ce dernier enseignement que se termine ma vidéo, et pour finir en beauté l'année, je vais lâcher pêle-mêle mes KO, mes performances ainsi que mes fraudes de l'année. Pour les KO de l'année, on a Ousmane contre Edwards, Topuria contre Herbert, et enfin Moreno contre Kai Kara France. Pour ce qui est des perfs, Ngannou face à Gane, Aspinall contre Volkov et Topuria face à Mitchell. Et enfin, pour les fraudes de l'année, on a Masvidal, Sean Brady et Nassourdine Imavov.